Merci d'être présent ce soir pour une conférence sur les méthodes de datation en préhistoire. Alors, je vais laisser mon collègue et ami Laurent Chiotti présenter le conférencier. Simplement préciser le cadre. Monsieur Voinchet est là dans le cadre d'un appel à projet Cap Science, donc qui est à destination des étudiants. Et dans la journée, des lycéens. Ils ont reçu 2 classes de terminale S du lycée d'Arsonville à Brive, voilà, qui ont fait une visite de l'abri Pato, une visite du musée et qui ont eu une rencontre avec Monsieur Voinchet. Et cette fois-ci, c'est votre tour avec une conférence. Je laisse Laurent présenter le conférencier. Bonjour, alors Pierre Voinchet fait partie du Muséum national d'histoire naturelle. Il est chercheur au département Hommes et Environnement du Muséum. Et sa spécialité, c'est les datations et la géologie du Quaternaire. Et donc ce soir, il va nous présenter les différents types de méthodes de datation qui existent pour aborder les sites préhistoriques. Voilà, Pierre, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc bonsoir à tous, merci d'être là. Et comme l'a dit Laurent, je vais essayer de vous présenter les diverses méthodes que l'on emploie plus ou moins couramment pour essayer d'apporter un renseignement quant à la chronologie, quant à l'âge des sites, des vestiges ou de certains événements ou phénomènes qui ont pu se passer dans le passé et plus particulièrement dans la période des 2 derniers millions d'années, ce qu'on appelle le Quaternaire, 2,5 millions d'années, mais qu'on va restreindre un petit peu pour s'intéresser à la préhistoire plus commune, plus connue, de celle qui se passe par exemple en Europe, c'est-à-dire entre 1,45 million d'années et maintenant. Donc on va s'intéresser un petit peu à toutes les méthodes qui ont été mises en œuvre, qui ont été inventées, qui ont été découvertes, depuis le début que les chercheurs, les gens s'intéressent un petit peu à l'histoire passée de notre espèce, de notre civilisation aussi, pour certains, au moins pour le début, et puis un petit peu comment les choses ont pu évoluer au cours du temps, la compréhension qu'on a eue de notre passé grâce à la mise en œuvre de méthodes de plus en plus complexes et de plus en plus basées sur des phénomènes un peu compliqués que j'essaierai d'aborder de façon le plus simple possible, tels que la radioactivité. Alors l'avantage de travailler en datation, c'est que, vous voyez, ça c'est quelques articles qui sont parus dans les quelques dernières années sur les grandes découvertes ou les grandes hypothèses concernant l'histoire de l'homme, la préhistoire de l'homme, essentiellement ici en France, proche de chez nous. Et on voit qu'à chaque fois, pour faire le buzz, pour rester un petit peu dans l'actualité, eh bien, il faut qu'une découverte soit associée à un âge. Il n'est pas plus possible maintenant de faire de l'archéologie, de faire de la préhistoire et de vouloir avoir un petit peu de rayonnement sans accoler un âge. Alors souvent, le mieux, c'est d'avoir le plus vieux, le plus jeune, enfin le plus quelque chose, et pour pouvoir se démarquer de la multitude de découvertes qui peuvent être faites en préhistoire. Et ça, c'est un énorme avantage pour nous, les géochronologues, pour moi aussi en particulier, c'est que ça nous permet d'être associés à tout un tas de projets, souvent prestigieux, de voyager de par le monde pour pouvoir échantillonner, venir prélever des échantillons que l'on cherchera à dater, et donc d'apparaître dans tout un tas de revues et d'ainsi d'avoir ce qui malheureusement maintenant est quelque chose de très précieux pour nous, c'est-à-dire une bonne visibilité dans la communauté scientifique, ce qui malheureusement est de plus en plus demandé pour évoluer dans notre carrière. Donc c'est un énorme avantage pour nous de travailler en datation, parce que maintenant, quand on fait de la préhistoire ou de l'archéologie, les datations sont venues quelque chose d'incontournable et d'essentiel. Alors, ces datations, en quoi sont-elles vraiment importantes, au-delà du côté événementiel, d'essayer de trouver le plus quelque chose? Eh bien, ces datations, elles permettent toujours de donner un cadre, essentiellement un cadre chronologique, à l'évolution de notre lignée. Alors, je ne vais pas dire de notre espèce, parce qu'il n'y a pas que notre espèce dans cette lignée, de notre lignée qui conduit donc à l'Homo sapiens qui est ici. Petite erreur, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens.
Vous avez ici deux visions un petit peu de cette évolution humaine qui ont pu être construites, les deux, grâce à l'apport justement des datations. Avant les datations dites absolues, c'est-à-dire avant que l'on puisse donner un âge chiffré aux restes humains ou aux restes d'outils ou d'art qu'ils ont laissés derrière eux, eh bien, on savait juste à peu près qui arrivait avant qui et qui arrivait après qui. On n'avait aucune idée des durées, par exemple, de l'existence de tel ou tel taxon de cette lignée humaine. Et puis, il était très difficile d'essayer d'établir des relations de filiation ou de descendance entre ces différents taxons de la lignée humaine. Alors, vous avez ici deux visions qui, tout en étant justes, sont assez différentes. Parce que vous avez une vision faite par le géochronologue, ici en bas, où les choses vont se mettre en place les unes après les autres. Mais cette vision un petit peu linéaire du temps, qui nous correspond quand on travaille justement sur la datation, parce qu'un âge arrive après un autre, il n'y a pas de buissonnement, fait un petit peu hurler nos camarades paléanthropologues, parce qu'ils pourraient laisser penser à une filiation linéaire, donc des représentants de cette lignée humaine. Eux, ils préfèrent cette vision-là, qui est beaucoup plus buissonnante, beaucoup plus floue, et où les relations entre ces taxons ne sont pas évidentes. Parce que pour le fait, elles ne sont pas du tout évidentes. La seule chose que l'on peut voir, eh bien, c'est à peu près comment elles se disposent dans le temps, sans arriver à faire de vraies filiations. Et ça, malheureusement, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, parce que je ne suis pas paléoanthropologue. La seule chose que je vais pouvoir vous raconter, c'est de voir à peu près comment on peut arriver à classer ces bons hommes dans le bon ordre et à voir à peu près combien de temps ils ont vécu les uns ou les autres. Alors cette idée de datation, cette idée d'essayer de comprendre et de connaître l'âge de notre espèce, l'âge de la Terre, bien ça remonte maintenant il y a quand même déjà un certain temps, et on voit que toutes les civilisations ont essayé, dans leur cosmogonie, d'avoir un petit peu une idée de quand la Terre avait été soit formée, soit créée. Ça dépend un peu des croyances de chacun. Et toutes les grandes civilisations, avec leur religion, ont eu des propositions de datation de cette formation de la Terre, basées sur des textes religieux, rarement sur des faits avérables, et beaucoup de reconstitutions plus ou moins fantaisistes ont pu être faites et proposées pour débuter l'histoire de notre humanité. Alors les plus connues sont par exemple celles faites par l'évêque James Ussher, qui a calculé, en additionnant les durées de vie de toutes les personnes citées dans l'Ancien Testament, de voir quand avait pu avoir lieu donc le premier jour. Enfin, le premier jour pas exactement, vu que le premier jour, si je me rappelle bien, c'est juste la lumière qui a été faite. Donc, le jour d'après. Donc, ce qui donnait quelque chose remontant au dimanche 23 octobre 4004, avant Jésus-Christ. Ce qui ne fait pas grand-chose, et franchement, il s'est bien creusé la tête pour arriver à un dimanche. Or, si je me rappelle bien, dans la Bible, le dimanche, Dieu s'est reposé. Donc, normalement, ça ne colle pas tout à fait. Bon, bref. Ensuite, il y a d'autres religions qui ont fait d'autres calculs, parfois sur les mêmes textes. Alors, pour les Juifs, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu moins long. Je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés à ce calcul-là. Pareil, on a d'autres datations, et la plus intéressante est celle qui nous vient de la religion hindouiste, où on s'approche de la réalité, enfin de la réalité telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, avec un âge aux alentours de 3 milliards d'années. Donc eux, déjà, ils avaient placé la barre très, très haut. Mais je ne sais pas sur quoi ils s'étaient exactement fondés. Donc, pour vous revenir à l'évêque Ussher, voilà la table qu'il a construite pour reconstituer un petit peu cette histoire de la Terre et arriver à cette fameuse date de moins 4004 avant Jésus-Christ. Alors voilà, vous pouvez essayer de refaire le calcul par vous-même, c'est assez compliqué. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir qu'il prend en compte des durées de vie de certains des personnages de la Bible pouvant faire plusieurs siècles, ce qui fait que c'est quand même assez difficile à valider cette histoire-là. Les vrais débuts de la datation et la vraie compréhension de l'âge de la Terre, avant de s'intéresser à l'homme, viennent des premières vraies recherches qui ont été faites dans le domaine de la géologie. Et la géologie, le terme même, quelque part, est né à la fin du XVIIe siècle, de par les travaux de Nicolas Steno, dont vous avez l'image ici, qui, avant de devenir un évêque sans paroisse en Allemagne protestante, alors qu'il était catholique, était initialement un biologiste
et qui s'occupait plus exactement de dissection. Il est d'ailleurs assez connu dans le monde de la biologie pour avoir réussi des dissections assez impressionnantes à la fin donc, du XVIIe siècle. C'est le premier, par exemple, à avoir mis en évidence l'existence du canal lacrymal chez l'homme. Donc un vrai scientifique, on peut dire, mais plutôt orienté vers la biologie. Mais il avait d'autres cordes à son arc, et surtout il était très curieux, et il s'était rendu compte que quand il se promenait dans la montagne, eh bien, il retrouvait des coquillages fossiles qui étaient plus ou moins organisés en couches, que ce n'étaient pas les mêmes suivant l'altitude dans laquelle on se trouvait, ce qui lui a posé beaucoup de problèmes métaphysiques, d'où venaient ces coquillages, etc. Alors le déluge, la formation spontanée du fait de rayons divins, bon, voilà. Plein d'explications différentes qui se sont enchaînées et qui ont perduré plus d'un siècle après ses premiers travaux. Mais enfin, il a commencé à établir les fondements, donc vraiment, de la géologie, et surtout, il a établi les premières règles qui permettent de comprendre que les dépôts se mettent en place les uns après les autres, d'avoir une vision géométrique des dépôts qui constituent le paysage dans lequel nous évoluons. Donc à partir de là, on a commencé à voir que tout ne s'était pas formé d'un seul coup, mais qu'on avait un enchaînement de phénomènes, de phases qui avaient conduit à la mise en place de choses extrêmement complexes, et que si on les mettait bout à bout, eh bien, ça nous montrait que la Terre pouvait être extrêmement ancienne. Les choses ont évolué, on a essayé de trouver d'autres méthodes, et puis pendant le siècle des Lumières, on a commencé à se poser beaucoup de questions sur ce qui nous entourait, sur la nature en elle-même, et naturellement, on s'est aussi donc posé des questions sur la durée des choses et sur l'âge que pouvait avoir notre planète. Et pas mal de travaux ont été faits, d'observations, voilà, on a essayé de voir combien de temps se mettait en place une couche de sédiments, si on avait une colline qui faisait 1 kilomètre de haut et qu'elle était composée d'un certain nombre de couches de sédiments faisant tous 1 mètre, ça nous donnait un certain âge pour l'établissement de cette colline, etc., etc. Buffon a aussi essayé de déterminer combien de temps il avait fallu à la Terre, si on supposait qu'elle s'était formée sous forme d'une boule en fusion au début de son histoire et qu'elle avait graduellement refroidi pour arriver à la température qu'elle a actuelle. Il a essayé de calculer le temps de ce refroidissement et il était arrivé à un âge d'environ 75 000 ans. Ce qui ne fait pas beaucoup, mais parce que voilà, il faut déjà bien connaître la nature du sol avant de pouvoir se dire que ça fonctionne exactement comme une sphère de métal et de pierre mélangées. Il y a plein de choses en thermodynamique qu'il ne connaissait pas encore à cette époque-là, donc il s'est un petit peu planté. Voilà. Mais vous voyez, il avait dit 75 000 ans, mais déjà, prenant un petit peu de précaution, il s'était dit que sans doute c'était pas assez et que 3 millions était quelque chose de plus raisonnable. Bon, c'était encore un peu planté, mais c'était déjà un petit peu mieux. Parallèlement à ces recherches naturalistes sur la Terre en elle-même, eh bien, il y a des gens qui se sont aussi posé des questions sur l'évolution de l'homme, sur notre place, la place de l'humain dans le règne animal, et se sont posé des questions en termes d'évolution. Et très vite, après les travaux donc, de Smith et de Darwin, on s'est rendu compte qu'ils ont mis en évidence, plus exactement, que les espèces qui existent à l'heure actuelle sur la Terre n'étaient pas là depuis les origines, et qu'elles découlaient d'un phénomène, d'un processus d'évolution plus ou moins rapide, et que des formes différentes avaient pu exister dans les époques passées. Bon, ils n'avaient pas aucune idée de la vitesse à laquelle les choses pouvaient se produire, ni exactement du pourquoi les choses se produisaient, mais au moins ça mettait en exergue le fait que on avait évolué, tout avait évolué, et que c'était important d'essayer de corréler cette évolution des formes du vivant avec l'évolution de la Terre, sa modification depuis sa formation jusqu'à maintenant. C'est à ce moment-là, dans ces mêmes années, que le terme de quaternaire a été inventé. Le quaternaire a été inventé pour situer un petit peu la période d'évolution de l'homme, on pourrait dire, et des animaux, entre ce qu'il appelait le déluge, le diluvium, donc la dernière grande catastrophe racontée par la Bible, et maintenant. Donc en gros, ce qui pourrait correspondre à la période de la préhistoire. Donc il séparait donc
l'histoire de la Terre en deux, ce qu'il y avait avant le diluvium, avec tout un tas de faunes que l'on ne connaît plus à l'heure actuelle, le diluvium et puis l'évolution de l'homme préhistorique. Ce terme de quaternaire a très vite été augmenté du fait du travail, comme c'est écrit ici, d'un géologue anglais, Charles Lyell, qui l'a divisé en deux, en Pléistocène d'un côté, puis en Holocène après. C'est pas lui qui lui avait donné le nom d'Holocène après, lui il avait juste dit que c'était Pléistocène et interglaciaire, et Paul Gervais, lui a donné le nom de Holocène pour cette dernière période qui correspond à celle que nous vivons à l'heure actuelle. À ce moment-là, on pensait que cette période post-diluvium était essentiellement une grande période très froide, l'âge de glace, on pourrait dire, suivie d'une période chaude dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle. Or, on sait maintenant que c'était partiellement vrai, mais en vérité complètement faux. C'est qu'il n'y a pas une grande période froide suivie d'une période tempérée que nous connaissons, mais une succession de périodes froides et de périodes chaudes qui sont la marque de fabrique, on pourrait dire, ce qui va caractériser cette période du quaternaire qui correspond peu ou prou à la période pendant laquelle l'homme a évolué depuis les formes, on va dire, d'Australopithèque et autres, jusqu'à l'Homo sapiens que nous sommes. Ça, bien sûr, ça a pu être mis en évidence, généré par les premières découvertes aussi faites en préhistoire, à peu près à la même période. D'un côté, on inventait le quaternaire, parce qu'on voyait bien qu'il y avait des formes animales qui ne correspondaient pas à celles que l'on connaissait à l'heure actuelle, et puis associés à ces formes animales, on trouvait des cailloux taillés, vraisemblablement liés à une activité humaine. Donc, on arrivait à démontrer comme ça l'existence d'un homme préhistorique, avant l'histoire, d'un homme ancien, mais sans savoir exactement à quand remontait cette ancienneté. Dès qu'on a commencé à trouver ces pièces préhistoriques, ces pièces lithiques, eh bien, on a commencé aussi à se dire que une chronologie du quaternaire, c'est sympa, une chronologie pour les animaux, c'est pas mal, mais il faut aussi avoir une chronologie pour l'homme. Et on voit qu'a d'abord été mis en place quelque chose d'assez simpliste même, en découpant l'histoire de l'homme en 3 grands âges. L'âge de la pierre, le paléolithique, l'âge du bronze et l'âge du fer. C'est assez simpliste, mais ça montre bien la préhistoire, le début de l'histoire et quasiment l'époque actuelle avec l'âge du fer et l'âge où nous sommes à l'heure actuelle. Ça, on peut aussi le rapprocher d'une autre type de chronologie, là aussi relative, basée sur les types d'animaux et surtout le contexte environnemental qu'on peut reconstruire à partir de ces animaux que l'on retrouve les uns au-dessus des autres dans la nature. Et de ce fait, Édouard Lartet a réussi, là aussi on est sur la fin du XIXe siècle, à établir une première chronologie climatique basée sur l'étude des grandes faunes qui nous raconte un petit peu justement l'évolution du climat pendant cette grande période quaternaire, de façon là aussi extrêmement simpliste, même si on n'a plus 2 périodes, la froide et la chaude, on voit qu'on a 4 périodes différentes, ça ne suffit pas encore, mais c'est déjà un petit peu plus détaillé. Et donc ça commence avec l'âge du grand ours des cavernes, qui correspond aux périodes les plus anciennes, suivi de l'âge de l'éléphant, l'âge du renne, donc on se doute bien que là ça doit être un moment assez froid, puis l'âge de l'auroch, qui précède juste celui qui est avant nous, parce que les aurochs malheureusement ont disparu, donc ce n'est pas complètement notre âge. On en arrive à la fin de cette hiérarchisation de la préhistoire avec des choses de plus en plus précises. On poursuit un petit peu l'idée de Thomsen avec son âge de la pierre, mais là maintenant cet âge de la pierre, on va le subdiviser en tout un tas de sous-étages qui chacun est caractérisé par un type d'industrie, un type de réalisation de l'homme que l'on suppose être de plus en plus complexe plus le temps va avancer. Donc au tout début, vous avez ici la première chronologie typologique qui a été établie par Gabriel de Mortillet, où il divisait la période du Paléolithique en 3 grands étages, donc du plus ancien vers le plus récent, avec ce qui avait été trouvé dans le nord de la France du côté de Saint-Acheul, donc essentiellement des bifaces, puis des choses trouvées pas très loin d'ici au Moustier, ce que l'on appellerait maintenant le Paléolithique moyen, le Moustérien, et
l'histoire se terminait avec le paléolithique supérieur, avec des choses trouvées du côté de Solutré, des outils beaucoup plus effilés, des lames, des choses de ce type-là. Donc ce qui donnait une division en 3 du paléolithique, acheléen, moustérien, solutréen. Et à chaque fois qu'on trouvait des outils qu'on trouvait ressembler à ceux trouvés soit à Saint-Acheul, soit au Moustier, soit à Solutré, eh bien ça permettait d'avoir une idée de où ils se plaçaient dans le temps. Alors ce n'était pas hyper détaillé, ce qui fait que progressivement, plusieurs chercheurs, tels que Henri Breuil, ont trouvé et inventé ou dénommé d'autres périodes basées sur des typologies particulières. Ce qui a donné tout un enchaînement de cultures qui viennent donner une chronologie de la préhistoire. Alors attention, le problème de ces chronologies relatives et typologiques, c'est que généralement elles ne sont applicables que sur un tout petit territoire. Parce que si vous changez de pays ou si vous changez de continent, malheureusement, vous n'allez pas retrouver exactement les mêmes choses au même moment. Donc cette chronologie typologique qui a été mise en place, créée essentiellement en France et même plus précisément plus dans le sud-ouest de la France, on a essayé de l'exporter un petit peu partout dans le monde et là, malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné. Ce qui a amené à la compréhension de la limite de ces chronologies relatives basées sur de la typologie. Et on s'est bien rendu compte qu'il fallait trouver autre chose. Il fallait trouver des méthodes qui allaient permettre de vraiment définir une chronologie précise, fiable, en essayant de donner des âges absolus, des âges chiffrés aux différents éléments, différents sites que l'on allait découvrir. Malheureusement, à ce moment-là de l'histoire des sciences, quand on est au début du XXe siècle, malheureusement, les méthodes physico-chimiques permettant cette approche chiffrée de la chronologie, on ne les avait pas et on ne pouvait pas encore les avoir parce que on a les découvertes nécessaires à l'établissement de ces méthodes n'avaient pas encore été faites. On y reviendra. Donc, voici un peu la présentation des différentes méthodes que le préhistorien va avoir à sa disposition pour essayer de donner un âge au site sur lequel il travaille ou bien aux restes qui ont été découverts dans les sites auxquels il est associé. On les distingue en, on va dire, 3 grands groupes dont le dernier est divisé en 2. Le premier, c'est ce qu'on appelle les méthodes naturalistes. C'était celles qui étaient justement, pour la plupart, à la disposition des chercheurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Elles sont basées essentiellement sur l'observation de phénomènes naturels, de leur répétition et donc du classement des unes par rapport aux autres. Ensuite, on a essayé de mettre en place des méthodes de datation basées sur un phénomène chimique. Ces méthodes, même si elles fonctionnent bien, sont malheureusement très sensibles à l'environnement dans lesquels les échantillons qu'on va essayer de dater vont avoir été conservés, dans lesquels ils vont avoir évolué, et c'est généralement des méthodes extrêmement difficiles à mettre en œuvre avec des grosses marges d'erreur. Donc je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, parce que c'est des méthodes qui sont très 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 peu utilisées en préhistoire. Par contre, on a la dernière famille, qui regroupe ces 2 cases que vous avez ici, qui sont toutes les méthodes qui, de près ou de loin, ont une relation avec la radioactivité. On les divise en 2, celles où on va s'intéresser à un élément radioactif, sa disparition, sa transformation en autre chose, et on va s'intéresser aussi à cette famille de méthodes, où là, c'est plutôt les défauts, les effets de la radioactivité sur la matière qui vont nous intéresser. Donc on va avoir une méthode qui va directement s'intéresser aux radioéléments et une méthode qui va indirectement s'intéresser aux radioéléments. L'avantage de ces 2 grandes familles par rapport aux méthodes chimiques, c'est que là, elles sont quasiment indépendantes du milieu. C'est-à-dire que c'est vraiment l'élément radioactif qui nous intéresse. Et généralement, ce n'est pas toujours le cas, on va voir que ça peut être quasiment indépendant du milieu dans lequel on va trouver donc, les échantillons à dater. Alors ces échantillons à dater, qu'est-ce que c'est ? D'abord, ça c'est ce que l'on voudrait dater. C'est ceux dont on voudrait connaître l'âge. Des peintures pariétales, des restes humains, des manifestations de l'activité humaine, que ce soit de l'art, que ce soit des outils, ou même des sépultures. Malheureusement,
c'est pas là-dessus qu'on va travailler. Parce que la plupart des méthodes que l'on va mettre en œuvre sont des méthodes éminemment destructrices. C'est-à-dire que l'échantillon qu'on va nous confier, en règle générale, le mieux que l'on puisse faire, c'est de le rendre en poudre dans un petit sac. Ça peut aller plus loin, on peut même le dissoudre, et là, dans ce cas-là, il ne reste plus rien. Donc vous imaginez bien que si on vous demande à dater ce genre de choses, non, on ne va pas le faire. Hein, c'est trop précieux, on ne va pas s'amuser à le détruire. Donc, on va travailler sur ce qu'il y a autour de l'échantillon, le plus souvent. Et on va essayer d'avoir un âge indirect du fait archéologique. Pour ça, on va s'intéresser aux sédiments qui vont venir englober l'élément que l'on cherche à dater. Alors, ça ne se voit pas tellement ici, mais là, c'est une coupe de sédiments. Ces sédiments peuvent être d'origine volcanique aussi, pourquoi pas, ou fluviatile. On va travailler sur des déchets de taille, ça marche aussi, s'ils ont été chauffés, par exemple. Sur des éléments d'animaux consommés par l'homme ou qui ont vécu au même moment que l'homme dans le même environnement, que ce soit donc ce qu'il a chassé, ce qu'il a mangé ou ce qu'il a se trouvé à proximité. Ça, généralement, on peut en trouver en beaucoup plus grand nombre. Et une fois qu'on en a fait un moulage, qu'on l'a identifié, on a le droit de le détruire. Pas toujours, mais souvent. Et puis, heureusement, grâce à l'avancée des techniques et la mise en œuvre d'appareils toujours plus performants et surtout toujours plus chers, on peut aussi maintenant commencer à travailler sur les objets archéologiques eux-mêmes parce qu'on arrive à faire des prélèvements de plus en plus petits qui ne vont pas occasionner de destruction visible de l'échantillon. Alors on détruit toujours une partie de l'échantillon, ça on n'a pas le choix, mais ces destructions sont maintenant quasiment infinitésimales et pratiquement invisibles. Pas toujours, mais au moins on peut commencer à travailler sur des choses un peu plus précieuses. Chaque méthode a un domaine d'application qui lui est propre. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir appliquer toutes les méthodes dont je vais vous parler après, qui sont ici, sur tous les supports que l'on va pouvoir trouver sur un site archéologique. Et inversement, un bon support dont on voudrait connaître l'âge, par exemple une dent de bovidé, on ne va pas pouvoir lui appliquer toutes les méthodes dessus. Donc, il va falloir faire un choix parfois entre ce qu'on va pouvoir faire et ce que l'on aimerait faire. En fonction de là où on suppose se trouver dans le temps, parce qu'on va voir aussi que chaque méthode a une limite d'application chronologique, temporelle, et puis savoir ce sur quoi on va pouvoir travailler. Donc, je vous parlais de limite d'application chronologique. Alors, ce schéma n'est pas toujours facile à comprendre, parce que malheureusement, l'échelle est une échelle logarithmique, que je n'aime pas trop, mais bon, l'image est faite, qui vous montre les domaines d'application dans le temps des différentes méthodes. Alors là où je vous dis que j'aime pas trop cette image, c'est parce qu'elle donne une fausse impression de grande étendue de temps sur lesquelles toutes ces méthodes peuvent être appliquées. En vérité, c'est beaucoup plus restreint pour certaines d'entre elles. Par exemple, la plus connue, le carbone 14 que vous avez ici, on a l'impression que la barre ici fait la moitié de tout ce qui nous intéresse, donc permettrait de dater de l'Holocène jusqu'au Tertiaire. Donc c'est-à-dire tout le Quaternaire, 2,6 millions d'années. C'est complètement faux. Parce que cette méthode est bloquée, ne peut pas aller plus loin que 50 000 ans. Quelque chose de très petit si on s'intéresse à toute la préhistoire, à toute l'histoire de l'homme. Simplement, retenez de cette image que chaque méthode a des limites, qu'on ne peut pas l'appliquer sur toutes les périodes de temps. Donc non seulement on ne peut pas l'appliquer à tous les supports, mais pas sur toute la préhistoire. Ce qui fait que quand vous fouillez un site, il faut déjà avoir une idée un petit peu de ce que vous fouillez, de là où vous êtes dans le temps, pour savoir quoi appliquer. Si vous êtes sur du paléolithique inférieur, que vous trouvez des bifaces à foison, et que vous trouvez aussi du charbon, il y a peu de chances que le carbone 14 vous donne quelque chose. Si vous êtes vraiment sur du paléolithique inférieur, ça aura sûrement plus de 50 000 ans, et le carbone 14, même si vous avez du charbon, il ne vous donnera absolument rien. Donc attention, on ne peut pas tout faire partout. Donc maintenant, je vais prendre un petit peu ces méthodes dans l'ordre, et essayer de les détailler un petit peu pour essayer de vous montrer ce qu'elles sont et comment elles fonctionnent. Donc on va commencer par les méthodes les plus anciennes mises en œuvre, donc les méthodes naturalistes. Alors attention, elles sont anciennes, ça ne veut pas dire qu'elles sont dépassées. Toutes ces méthodes sont toujours utilisées à l'heure actuelle. Les plus anciennes d'entre elles, la stratigraphie, qui va venir ici, qui même si les prémices remontent au XVIIe siècle, ils sont toujours extrêmement précieux et toujours utilisés à l'heure actuelle.
Les relations géométriques qui existent à l'intérieur d'un site ou entre les sites, ou pour les sites entre eux, elles sont toujours primordiales. Lorsque l'on va essayer de comprendre la façon dont s'est mis en place un site, les niveaux les uns par rapport aux autres, les phases d'occupation les unes par rapport aux autres, la première chose à faire, avant même de se dire, tiens, je vais essayer de dater ce morceau de charbon, ce bout d'os ou cette céramique, c'est de savoir comment les choses s'agencent les unes par rapport aux autres. Déjà, ça évite de faire des erreurs de diagnostic ou de prélever des choses qui n'ont aucun intérêt. On en parlait il n'y a encore pas très longtemps. Par exemple, si vous trouvez un niveau aurignacien et que malheureusement en dessous vous trouvez des stigmates ou des choses du Moyen-Âge, la logique vous dit que ce n'est pas en place. Donc vous n'allez pas prélever dans le niveau aurignacien pour essayer de le dater. Ça ne servira à rien. Donc attention, ces méthodes sont anciennes, mais elles sont toujours extrêmement précieuses. Donc les principes de la stratigraphie, ils sont essentiellement au nombre, on va dire, de 4. Et vous allez voir que c'est extrêmement logique. C'est la géologie, hein, il y a logie dedans, ça fait pas loin de logique. Et vous allez voir que c'est super simple. Le premier principe, c'est celui d'horizontalité primaire. C'est-à-dire que quand vous avez un sédiment qui se dépose, eh bien, il se dépose à l'horizontale. Voilà, ça c'est la base. Et ensuite, il y a celui de superposition. Eh bien, là, c'est pareil. Quand vous déposez les choses les unes après les autres, que ce soit du sable, que ce soit des livres ou des assiettes dans un placard, c'est la même chose. La plus ancienne, celle que vous avez posée la première, elle est en dessous. Et celle que vous avez déposée en dernier, elle est au-dessus. Vous voyez, c'est hyper logique, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est ce qui est montré ici dans ce schéma, où on voit la formation ici de la croûte océanique, les premiers dépôts, et puis les deuxièmes, puis les troisièmes, les quatrièmes, jusqu'à maintenant. Donc, plus on monte haut dans la stratigraphie, plus on est proche de nous. Le principe de continuité, ça nous dit juste qu'une couche a le même âge sur toute son extension. Là aussi, rien d'extraordinaire, c'est encore que de la logique. On complexifie un petit peu. Maintenant, on a les principes de recoupement et d'inclusion, qui nous disent que quelque chose qui va venir affecter une couche ou un objet est forcément plus récent que cette couche ou cet objet. Par exemple ici, vous voyez cette faille qui vient tout décaler ici, eh bien elle est forcément plus récente que les terrains qui se sont déposés. Oui ou non? Si, hein? Enfin, moi je crois quand même. Donc vous avez les choses qui se sont mises en place, 1, 2, 3, 4 qui se mettent en place, normalement. Normalement, cette couche-là et cette couche-là, c'est la même, elle devrait avoir le même âge sur toute son étendue. Simplement, on voit qu'elle est décalée. Voilà, il lui est arrivé quelque chose après son dépôt. Donc la faille, ici, est plus récente que le dépôt des couches. Pareillement, la grotte que vous avez ici, elle est plus récente que la couche dans laquelle elle s'est creusée. C'est de la logique, hein. Rien d'extraordinaire là-dedans. Enfin, le dernier des principes de stratigraphie qu'il faut toujours avoir en tête, c'est le principe d'identité paléontologique. Alors on pourrait mettre autre chose que paléontologique à la fin, on pourrait dire identité minéralogique, identité typologique. En gros, c'est plus facile avec les animaux, ça nous dit que deux couches qui contiennent les mêmes assemblages d'animaux, eh bien forcément elles ont le même âge. Ces animaux évoluant au cours du temps, on a des assemblages typiques de telle ou telle époque, de telle ou telle période, et quand on trouve le même assemblage dans deux couches même, séparées de plusieurs kilomètres, voire beaucoup plus, eh bien forcément, ces deux couches ont le même âge. C'est la base d'une méthode qu'on appelle la biochronologie, ou la biostratigraphie, qui est basée sur ce postulat. Vous avez ici l'évolution de certains cervidés pendant le Quaternaire. Merci Mathieu pour ta diapo, que j'ai un peu touché. Où on voit qu'on a certaines formes qui ont évolué, ou qui ont plus ou moins perduré pendant le Quaternaire. Et quand, dans un site, on va retrouver certaines de ces formes et pas d'autres, ça va nous permettre déjà de savoir que ce site a le même âge qu'un autre, plus loin, qui contient les mêmes formes, mais aussi de les situer chronologiquement dans le temps. Alors, bon, avec les cervidés, c'est pas extraordinaire, parce que vous voyez qu'ils évoluent pas hyper vite et que les formes restent les mêmes pendant très longtemps. Cette biochronologie marche beaucoup mieux avec des animaux beaucoup plus petits, qui ont des durées de vie moins longues et qui se reproduisent beaucoup plus. Ce qui va surtout nous intéresser en préhistoire, ça va être, alors c'est pas très net ici, ce qu'on appelle les micro-mammifères, c'est-à-dire à la louche les rongeurs, les insectivores, toutes ces petites bestioles-là, qui sont
clairement inféodés à un milieu particulier, donc en plus on a une information environnementale qui n'est pas à négliger, mais aussi qui évoluent extrêmement vite, donc qui permettent d'avoir une bonne vision de la chronologie, rien qu'en retrouvant des fossiles de ces micro-mammifères dans les sites que l'on cherche à étudier. Cette idée d'identité paléontologique, je vous ai dit qu'on pouvait mettre autre chose que paléontologie après, on peut mettre aussi typologie. Eh bien, c'est justement ce qu'avait fait Gabriel de Mortillet pour faire ses étages d'acheléens, moustériens, solutréens. Pour lui, si on trouvait deux lacheléens dans deux sites différents, ils avaient le même âge, à peu près. Voilà, c'était là-dessus qu'il s'était fondé, basé, pour créer sa chronologie typologique, avec des définitions assez précises des choses que l'on devait trouver pour classer un site dans telle ou telle case, donc de cette chronologie typologique. Malheureusement, qui ne fonctionnait bien que très localement. Alors pour en finir avec les méthodes naturalistes, je suis obligé de vous parler du paléomagnétisme, même si cette méthode n'est pas une vraie méthode de datation, parce qu'elle ne vous permet pas d'avoir un âge précis, mais plus un ordre d'idées de où on va se situer dans la chronologie. Ce paléomagnétisme, il est basé sur le fait que le magnétisme terrestre, au cours du temps, il évolue, il fluctue. Et il fluctue même tellement que parfois il va jusqu'à s'inverser. On est à l'heure actuelle dans ce qu'on appelle une période normale, avec le pôle nord magnétique au pôle nord et le pôle sud magnétique au pôle sud. C'est ce que l'on a ici. Mais dans l'histoire de la Terre, et même pendant le Quaternaire, eh bien parfois ce champ magnétique s'est inversé. Parfois pendant des périodes extrêmement longues. Par exemple, la période Matsuyama que vous avez ici est une période dite inverse. Vous voyez qu'elle dure plus d'1 million d'années, presque 2 millions d'années. Et pendant ces 2 millions d'années, eh bien, on avait un champ magnétique inverse à celui que l'on connaît à l'heure actuelle. Entrecoupé de petits épisodes où c'est revenu comme on connaît, mais pas très très long. Et ça, quand on va étudier certaines roches qui ont la capacité d'enregistrer le magnétisme terrestre, du moment de leur formation, eh bien, ça va déjà permettre de se resituer à peu près dans cette échelle paléomagnétique. Alors là, on ne va pas s'intéresser à un échantillon ponctuel. Le plus intéressant dans un site, c'est de faire une grande carotte et de voir si on retrouve une ou plusieurs inversions. Après, en fonction de ça, on va essayer de se recaler, en fonction d'autres paramètres, d'autres découvertes qu'on a faites dans le site, sur cette échelle paléomagnétique. Ça reste relativement flou. Donc, pour essayer de préciser un peu les choses, eh bien, on va s'intéresser aux méthodes de datation dites absolues, celles donc qui vont nous donner un âge chiffré sur des phénomènes ou des objets du passé. Ces méthodes, donc basées sur la radioactivité, n'ont pu voir le jour que du moment où, bien entendu, on a découvert ce phénomène de radioactivité. Alors ça, heureusement, ça arrive relativement tôt. Ça arrive dès la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avec les travaux de Pierre et Marie Curie, d'autres, et surtout d'Henri Becquerel. Alors j'ai dit pourquoi surtout Henri Becquerel, parce que vu qu'il travaillait au muséum, où il a fait sa découverte au Muséum d'histoire naturelle, ça fait toujours bien de citer un petit peu l'établissement dans lequel on travaille. Donc, ils ont découvert la radioactivité. La radioactivité, donc, c'est la capacité, comme c'est écrit là, qu'ont certains éléments, généralement de très grosses masses atomiques, de se désintégrer pour se stabiliser. C'est-à-dire que ce sont des éléments dits instables, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de perdre quelque chose pour devenir de plus en plus stable. Ce qu'ils vont perdre en se désintégrant, c'est ce que l'on appelle des rayonnements. Alors, il y en a 3 qui nous intéressent: le rayonnement gamma, le rayonnement bêta, le rayonnement alpha. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer ce qu'ils vont occasionner dans la matière et ce qui va nous intéresser. Dans un premier temps, retenez juste que certains éléments peuvent se désintégrer, c'est-à-dire se transformer en perdant soit de l'énergie, soit des particules. La radioactivité, c'est un phénomène qui est dit spontané, aléatoire et régulier. Spontané, ça veut dire qu'on ne peut rien faire pour l'interrompre. On ne peut pas empêcher la radioactivité de se produire. D'un autre côté, on ne peut pas la provoquer non plus. On ne peut pas accélérer le phénomène. Un élément qui se désintègre, il se désintégrera toujours à la même vitesse. Et qu'on chauffe cet élément, ou qu'on le mette dans le noir, ou qu'on lui fasse ce que l'on veut, on ne va pas le faire se désintégrer plus vite ou moins vite. Ensuite, c'est aléatoire. Ça veut dire que quand on a une certaine masse, une certaine quantité d'atomes qui vont se désintégrer, on sait que potentiellement, il y en a la moitié qui vont se désintégrer en un certain temps, mais il est impossible de dire lesquels. Bon, là, ça
intéresse pas beaucoup, mais il faut quand même le savoir. C'est régulier. Voilà. On sait juste que X éléments vont disparaître en un certain temps. Et ça va se poursuivre tout au long de l'histoire de cet élément jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Le rythme de désintégration, le rythme de disparition de cet élément va être continu depuis le début de son histoire jusqu'à la fin. Et ça, c'est super intéressant parce que justement, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser ces éléments comme des chronomètres. Vu qu'on sait qu'ils se désintègrent à une vitesse régulière et surtout de façon continue, eh bien, on va pouvoir se servir de ce phénomène comme d'un chronomètre. Donc on va soit s'intéresser à la décroissance, à la disparition d'une partie de d'un élément initial, soit à la formation d'un élément issu de cette désintégration. Donc soit on s'intéressera à l'élément père, soit à l'élément fils, soit à un couplage entre les deux. Donc vous avez ici les courbes de désintégration et de formation des différents éléments. Il faut savoir que c'est la même courbe pour tous les éléments radioactifs. Tous les éléments radioactifs ont la même courbe de décroissance. La seule chose qui change d'un élément à un autre, c'est la période, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les choses se produisent. Tous les éléments radioactifs ont une période qui leur est propre. Cette période, on l'appelle aussi période de demi-vie. C'est-à-dire que ça correspond au temps nécessaire à faire disparaître, à faire se désintégrer la moitié de l'échantillon initial. Donc vous voyez ici, au bout d'une période, on a perdu la moitié de l'échantillon initial. Au bout de 2 périodes, on en a perdu la moitié de la moitié. Au bout de 3 périodes, encore la moitié de cette quantité qu'il y avait là, etc., etc. Et on voit qu'on arrive à un moment où il n'y en a plus. Tous ces éléments radioactifs, au bout de 7-8 périodes, alors là c'est un petit peu exagéré, on peut aller un petit peu plus loin, eh bien il n'y en a plus suffisamment pour qu'ils soient décelables. Ils se sont quasiment en totalité transformés en un élément fils, qui lui va croître de façon inverse à cette décroissance. Donc connaissant la période de demi-vie des différents éléments qui peuvent nous intéresser, en les dosant à l'intérieur des supports que l'on va chercher à dater, du moment qu'on connaît le n initial, on pourra calculer un âge. Et ça, c'est ce qui va être appliqué en s'intéressant essentiellement à, on va dire, 3, au moins en préhistoire, il y en a d'autres, en préhistoire à 3 éléments particuliers. Le carbone 14, que vous avez là, qui est une période de demi-vie de 5730 ans. Le potassium 40, qui lui a une période de demi-vie monstrueusement plus grande, qui est de 1,26 milliard d'années, donc c'est quand même beaucoup plus. Et puis, ici, le couple uranium-thorium, avec le thorium, qui a une durée de vie de 75 200 ans. Donc on voit tout de suite que, vu qu'on doit aller jusqu'à 6-7 périodes pour atteindre la limite d'application de la méthode, on voit bien que ces différentes méthodes ne vont pas avoir le même domaine d'application en termes de chronologie. Le carbone 14, 50 000 ans, le potassium 40, toute l'histoire de la Terre et même avant, et le couple uranium-thorium, environ 600 000 ans. Donc on voit tout de suite que là, on ne va pas pouvoir raconter exactement la même histoire et pas pouvoir s'intéresser à tous les sites avec une seule de ces méthodes. Alors, le carbone 14, c'est la plus connue, donc celle que je vais détailler un petit peu plus. Alors, la plus connue parce que la première. C'est la première méthode basée sur l'utilisation d'un élément radioactif qui a été mise en œuvre après la Seconde Guerre mondiale par donc, un physicien américain, Frank Libby, que vous avez ici, qui a compris comment se formait le carbone 14 qui était présent dans l'atmosphère, alors que ce n'est pas un élément naturel de la croûte terrestre. Il n'existe pas de carbone 14 dans la croûte terrestre. Déjà, il a une durée de vie tellement courte que s'il y en avait eu au début de la formation de l'histoire de la Terre, il n'y en aurait absolument plus maintenant. Ce carbone 14, il se forme dans la haute atmosphère par interaction entre les rayons cosmiques, on pourrait dire, et l'azote de l'air. Vous savez que l'azote dans l'atmosphère compose plus de 70% de l'air que nous respirons. Donc il est très facile au rayonnement cosmique d'interagir avec ce gaz extrêmement répandu. Cette interaction va
transformer cet azote 14, qui est normalement 7 neutrons, 7 protons, en carbone 14, en faisant un léger déséquilibre entre les neutrons et les protons. Déséquilibre, ça veut dire que malheureusement, ce carbone, heureusement pour nous, est radioactif. C'est-à-dire qu'il n'est pas stable et il va essayer de se stabiliser et de revenir à quelque chose de plus, plus stable, toujours. Ce carbone, dans la haute atmosphère, va s'associer avec de l'oxygène pour former du CO2, du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone va descendre dans les basses couches de l'atmosphère et va être utilisé par les végétaux lors de la photosynthèse pour fabriquer de la matière organique. Des feuilles, de l'herbe, des algues, du bois, tout ça, eh bien, ça va contenir du carbone 14. Et là où c'est bien fait, c'est que ça va contenir autant de carbone 14 qu'il y en a dans l'atmosphère. On va avoir le même ratio, la même teneur en carbone 14 dans l'atmosphère que dans les végétaux qui se forment dans cette atmosphère. Si on continue par là, les animaux qui mangent les végétaux, ils fabriquent de la viande, ils fabriquent de l'os, et tout ça va être aussi en équilibre avec l'atmosphère, parce qu'ils vont avoir la même teneur en carbone 14 que les végétaux qui ont mangé, qui eux ont absorbé le carbone 14 de l'air. Et puis les prédateurs qui vont manger les herbivores, ils vont avoir la même chose, et à la fin de la chaîne, les charognards, les bactéries et toutes ces choses-là qui vont venir nettoyer les cadavres vont aussi être en équilibre avec l'atmosphère. Donc toute la chaîne alimentaire, tout le règne du vivant, tant qu'il est vivant, est en complète harmonie avec l'atmosphère dans laquelle il vit. C'est-à-dire qu'on aura toujours autant de carbone 14 dans nos organismes que l'atmosphère dans laquelle on évolue. Mais ça va s'interrompre à la mort de l'individu. Parce que dès qu'on meurt, on ne mange plus. Donc du moment qu'on ne mange plus, on ne rétablit pas notre taux de carbone 14 qui, lui, a tendance à décroître naturellement. Le carbone 14 est radioactif, c'est-à-dire que du moment qu'il a été formé, il essaye de se stabiliser, il commence à disparaître. Donc tant qu'on mange, on en emmagasine toujours, donc on reste à 100%, mais du moment que l'on meurt, cette teneur commence à décroître dans les anciens organismes vivants. Et donc, en mesurant la teneur en carbone 14 d'ossements ou de morceaux de bois ou de charbon, et en la comparant par rapport à ce qu'il y a dans l'atmosphère, on peut savoir à quel moment l'individu ou l'arbre est mort. Et ça, on voit que moins il va y avoir de carbone 14 dans ce qu'on cherche à dater, plus ça voudra dire qu'il est ancien. C'est extrêmement logique. Alors on voit que cette méthode, du fait de cette courbe de régression, on arrive à 50 000 ans, ça vous explique aussi pourquoi c'est la plus connue, la plus utilisée. Parce qu'elle va s'intéresser aux derniers épisodes, on pourrait dire, de l'histoire de l'humanité. Elle va s'intéresser à toutes les périodes historiques et puis à la fin de la préhistoire. C'est les périodes qui correspondent au plus grand développement de l'espèce humaine. C'est là où on va avoir une explosion de la démographie, donc une explosion du nombre de sites. Et puis vu que ce n'est pas très très loin de nous, c'est aussi le moment où les sites, c'est les sites qui sont les mieux conservés. Plus on va loin dans le temps, plus les sites ont des chances d'avoir été démantelés, érodés et d'avoir disparu. Donc le plus grand nombre des sites préhistoriques, des sites archéologiques, sont dans cette gamme-là, et donc datables par carbone 14. C'est pourquoi c'est la méthode la plus connue. Néanmoins, si on s'intéresse à la préhistoire ancienne et à toute l'histoire de l'homme, ou même si on va aller plus loin dans l'histoire de la Terre, c'est une méthode absolument inutile. Alors, le problème aussi avec ce carbone 14, peut-être vous l'avez déjà lu, qu'il y a pas mal de choses un peu bizarres. Des fois, quand on vous donne un âge carbone 14, il y a un cal derrière, C-A-L. Alors que cal, ça ne veut pas dire des années, ça ne veut pas dire des milliers d'années ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que cet âge a dû être calibré. Initialement, Libby avait émis l'hypothèse que donc il y avait du fait de la formation du carbone 14 dans l'atmosphère, qu'il était ingéré par les plantes, tralala, 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 très bien, et qu'il suffisait juste de comparer l'atmosphère actuelle et ce qu'il y avait dans les échantillons. Malheureusement, on s'est rendu compte que la teneur en carbone 14 dans l'atmosphère avait varié au cours du temps, qu'il y avait certains phénomènes qui pouvaient venir provoquer plus de formation de carbone 14 ou au contraire empêcher la formation de ce carbone 14. Et ça, malheureusement, c'est venu un petit peu fausser les âges que l'on avait pu déterminer pour pas mal d'événements du Quaternaire récent, donc de la fin de la préhistoire. Et ça, on s'en est rendu compte et on a essayé de le corriger
en datant par plusieurs méthodes des supports différents. Et une des méthodes employées, ça a été ce qu'on appelait la dendrochronologie. La dendrochronologie, c'est une datation des morceaux de bois en étudiant les cernes de croissance des arbres. Alors attention, quand je dis étudier les cernes de croissance des arbres, c'est pas je compte combien on a et je connais l'âge de l'arbre. Ça, c'est très bien quand on vient de couper un arbre pour savoir s'il avait 50 ans ou 100 ans. Pour de la datation, ça ne sert à pas grand-chose. Non, là, ce qui nous intéresse ici, c'est de regarder la taille, la forme des cernes d'arbres que vous avez ici, qui sont autant d'enregistrements des conditions climatiques dans lesquelles l'arbre a évolué. Une bonne année, l'arbre va faire une large cerne. Les mauvaises années, sécheresse ou des choses comme ça, il va faire une toute petite cerne. Résultat, on peut essayer de reconstruire l'évolution du climat qu'a subi l'arbre pendant sa croissance. Et une fois qu'on a établi ce diagramme, donc en utilisant les cernes de croissance de l'arbre, on peut les recaler sur une échelle de l'évolution globale du climat que l'on connaît depuis la fin du dernier glaciaire jusqu'à maintenant. Résultat, on peut connaître très précisément à l'année près l'âge d'un arbre en utilisant cette méthode-là. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que le bois, on peut aussi le dater par carbone 14. De ce fait, on a pu établir des corrélations, des corrections systématiques entre les âges carbone 14 et les arbres. Donc, on a pu, comme ça, savoir année après année comment il fallait corriger les âges carbone 14 obtenus sur n'importe quoi, pas forcément sur les âges, sur les arbres. Donc, vous avez ici le décalage que l'on peut observer entre la dendrochronologie et les données radiocarbone. Alors, je vais essayer de tout faire apparaître d'un seul coup. Voilà. Pourquoi est-ce que le carbone 14 a varié dans l'atmosphère? C'est essentiellement lié à des phénomènes naturels, heureusement, qui sont, dans un premier temps, la variation de l'intensité du champ magnétique terrestre. Vous savez que le champ magnétique terrestre nous protège des rayonnements cosmiques. Donc, plus le champ magnétique terrestre est fort, moins vous avez de rayonnement cosmique, donc moins vous avez de carbone 14. Et ça fluctue au cours du temps. Autre chose, l'activité du Soleil va aussi jouer un rôle sur va influencer la quantité de rayonnement cosmique que l'on va recevoir sur Terre. Lors de fortes activités solaires, vous allez avoir une émission très importante de particules par le Soleil, qu'on appelle le vent solaire, et ce vent solaire va avoir tendance à écarter, à éloigner le flux de rayonnement cosmique de la Terre, donc va appauvrir l'atmosphère en carbone 14. À l'opposé, des moments où on a une faible activité solaire, on a beaucoup plus de rayonnement cosmique qui va venir interagir avec l'atmosphère, donc plus de fabrication de carbone 14. Alors le problème, c'est que ces phénomènes-là sont assez difficiles à prévoir et surtout à reconstruire dans le passé. Autant l'activité solaire, on comprend un petit peu, mais pas beaucoup. Autant les inversions du champ magnétique, elles ne sont pas aléatoires, mais presque. Donc, on a beaucoup de mal à savoir quand exactement elles ont eu lieu et quelles ont été leurs influences. Donc le seul moyen de contrebalancer ces différents phénomènes, c'était d'avoir comparé avec d'autres méthodes comme la dendrochronologie, comme j'ai dit juste avant. Alors, autre chose, plus récemment, d'autres méthodes, d'autres choses non naturelles, anthropiques, ont pu faire varier la teneur en carbone 14 de l'atmosphère, comme par exemple l'utilisation des bombes atomiques, et surtout les essais atomiques qu'il y a eu après, parce que 2 bombes atomiques n'auraient pas suffi à faire vraiment varier beaucoup la teneur en carbone 14, mais tous les essais qui ont été faits après-guerre par les Russes, les Américains et les Français ont conduit à la production d'énormément de carbone 14 anthropique. C'est pourquoi, depuis ces essais atomiques, on ne peut plus utiliser la teneur actuelle en carbone 14 de l'atmosphère comme référence. On utilise ce qu'il y avait avant. C'est pourquoi vous pourrez voir aussi des âges carbone 14 qui, d'un part, sont calibrés, donc vous avez CAN, et après vous allez avoir BP au lieu de BC. C'est-à-dire c'est before present. Et present, c'est pas maintenant, present, c'est l'utilisation des bombes atomiques. Alors donc des fois c'est un petit peu compliqué, surtout si vous êtes sur des périodes historiques, que vous avez l'habitude de raisonner en avant l'an 0 ou après l'an 0, et bien là il faut réfléchir avant l'an 1950 ou après 1950. Ça fait des petits calculs, un petit peu de calcul mental, jamais de mal, mais bon des fois on peut faire quelques erreurs. Le carbone 14 a beaucoup évolué depuis les années 50, quand il a été mis en place.
et surtout grâce à l'utilisation, maintenant systématique, de spectromètres de masse pour mesurer la teneur en carbone 14 dans les échantillons. Initialement, quand on faisait du carbone 14, on comptait les désintégrations de ce carbone 14, ce qui prenait beaucoup de temps. Une désintégration, enfin la moitié de l'échantillon qui se désintègre en 5730 ans, vous pouvez regarder, ça fait quand même pas beaucoup de désintégration à la minute. Donc, voilà, c'était long et surtout il fallait beaucoup d'échantillons pour arriver à obtenir un âge. Avec l'utilisation de la spectrométrie de masse, je pense qu'il y a des images en dessous, tiens, 2 fois, pourquoi pas, eh bien, on peut travailler sur de beaucoup plus petites quantités de matière, puisque là, maintenant, on va prélever une partie de l'échantillon, on va le mettre dans le spectromètre de masse, qui va accélérer, qui va envoyer le flux d'éléments qui va être séparé par effet de magnétique et puis effet de masse, et on va compter directement le nombre d'atomes de carbone 14, de carbone 13, de carbone 12. Et donc là, on va compter des atomes, donc ça va être beaucoup plus précis, et surtout, on aura besoin de beaucoup moins de matière pour arriver au même résultat qu'avant en utilisant la radioactivité, en utilisant une mesure de désintégration. De ce fait, eh bien, on a pu, grâce à ça, commencer à travailler sur d'autres supports qui, auparavant, étaient complètement interdits à la datation. Vous voyez que, par exemple, le charbon, il fallait entre 5 et 10 grammes de charbon pour obtenir un âge. Si vous vouliez dater une peinture faite au charbon, 5 ou 10 grammes, c'est plus que la peinture dans son intégralité. Donc il aurait fallu lessiver tout le mur, toute la paroi pour obtenir un âge. Alors après, il n'y a plus la peinture. Là, maintenant, il faut entre 10 et 100 milligrammes. Donc on peut, dans un coin, en enlever là où il y en a un petit peu plus épais et tenter de faire une datation. C'est la même chose sur les ossements. Avant, on ne pouvait travailler que sur des ossements animaux. Parce que, imaginez que vous vouliez dater, ça arrive malheureusement, un enfant mort-né, il y en a, et il aurait fallu utiliser tout le squelette. Maintenant, vous prenez un petit morceau d'os, ça fonctionne. Donc, on a pu élargir le champ des possibles de la datation en carbone 14 grâce à l'amélioration de la technique. Donc, un exemple ici, vous avez la datation de la grotte Chauvet qui a été rendue possible par cette évolution des techniques. Et heureusement, quelque part, parce que avant, pour dater la grotte Chauvet, on aurait utilisé uniquement le style de la peinture. On aurait utilisé une chronologie stylistique pour déterminer de quand dater la grotte Chauvet. Et comme on voit, c'est des choses très abouties, très fines, très naturalistes, et ça, on pensait que ça arrivait relativement tard dans la préhistoire. Et on aurait été tenté de mettre, par exemple, la grotte Chauvet, je ne sais pas, au Magdalénien, par exemple. Or, en utilisant le carbone 14, on a pu dater directement les peintures, et on s'aperçoit qu'au contraire, cette grotte Chauvet a été peinte extrêmement précocement dans l'art préhistorique. Et c'est même une des premières formes, une des premières traces d'art préhistorique que l'on connaisse. Et donc, on voit que maintenant, c'est attribué, voilà, c'est marqué ici, donc les peintures ont été faites en 2 temps, et une entre 35 et 38 000 ans. Alors, vous voyez, je vous parlais de cal BP, calibré avant le présent. Ce qui fait qu'avant Christ, c'est un petit peu différent. Et là, ça nous met dans l'Aurignacien. Excusez-moi, je ne suis pas vraiment à fond sur les cultures du Paléolithique supérieur, du Pléistocène supérieur. Moi, je travaille plus sur les périodes beaucoup plus anciennes, plutôt sur les premiers peuplements aux alentours d'1 million d'années. Donc, les subtilités du Paléosup, je m'y perds un petit peu, je dois vous avouer. Et justement, quand on s'intéresse aux choses plus anciennes, il faut trouver autre chose que le carbone 14. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est des méthodes un peu moins utilisées, même si elles sont extrêmement précieuses, justement, si on s'intéresse aux épisodes anciens de l'histoire de l'homme et de sa diffusion ou de ses migrations sur les continents. Et donc, on va s'intéresser à un autre élément radioactif, ici le potassium 40 et son fils, l'argon 40. Donc, on va parler des méthodes de datation potassium-argon et argon-argon. Je vais surtout vous parler du potassium-argon. Donc, cette méthode, elle est basée sur la disparition, la transformation de l'élément père, le potassium 40, en son fils, l'argon 40. Dans la nature, ces deux éléments ne se présentent pas exactement sous la même forme, sous le même état. Le potassium est un solide,
alors que l'argon, son fils, est un gaz. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, parce que ça va être la base même du chronomètre que l'on va pouvoir utiliser. Pourquoi ? Parce que dans les roches qui contiennent de façon très ancienne le potassium et l'argon, eh bien ces roches, si jamais elles sont mises en fusion, le gaz va pouvoir s'échapper. Donc ces roches vont être à ce moment-là remises à zéro. L'argon s'échappe. Quand la roche cristallise, elle ne contient plus que du potassium. Le fils est parti, le père reste à la maison. Et puis, progressivement, ce potassium 40, dans son cristal reformé, eh bien, il va se désintégrer. Il va continuer à se désintégrer et de l'argon 40 va venir s'accumuler à l'intérieur du cristal. Maintenant, nous, pour dater le moment de cette cristallisation, eh bien, il suffit de faire fondre ce cristal, récupérer l'argon, regardez combien on a de potassium aussi au début, et connaissant la période de demi-vie du potassium 40, on sait combien de temps il a fallu pour former l'argon qu'on a réussi à extraire de ce cristal. De ce fait, on pourra déterminer très précisément l'âge de cristallisation de la roche. Le bémol là-dedans, c'est que ça marche que sur des roches qui ont fondu. Vous ne pouvez pas le faire partout. Donc, cette méthode de datation ne va être applicable qu'aux minéraux d'origine métamorphique, bon, ça c'est assez rare, mais surtout volcanique. Heureusement, les zones où il y a des volcans, il y en a quand même pas mal à la surface du globe, et souvent, ce sont des régions qui ont été occupées par la lignée humaine pendant toute son existence. Par exemple, une grande partie de ce que l'on connaît de l'évolution de l'homme, et surtout des formes qu'il y a avant le genre Homo, c'est-à-dire de toute l'histoire des australopithèques, des paranthropes et assimilés, c'est ce qu'on connaît, ce qui s'est passé en Afrique de l'Est, dans la région des Grands Lacs que vous avez ici. Cette région des Grands Lacs est une région éminemment volcanique. On est sur une zone tectonique très active où les deux morceaux que vous avez ici et ici ont tendance à vouloir s'écarter. Il y a beaucoup de volcans qui résultent de cette activité tectonique. Et donc, on a énormément de coulées de lave, on a énormément d'émissions de cendres volcaniques qui se sont produites depuis plusieurs millions d'années jusqu'à maintenant. Et c'est là-dedans, c'est dans ce cadre que l'homme, les premières formes de notre lignée, ont évolué. Et c'est ce qui a permis de bien dater les différentes formes, les différents taxons de cette évolution humaine et de bien comprendre dans quel ordre il fallait les ranger. C'est à partir de là qu'on a pu aussi essayer de construire des filiations. De la même façon, il y a d'autres régions volcaniques dans le monde assez importantes. Il y en a une autre ici, dans le Caucase, en Géorgie. Et les volcans qui ont fonctionné à cet endroit-là ont permis la conservation d'un site très particulier qui s'appelle Dmanisi, dans lequel on a découvert plusieurs restes clairement humains, associés à des faunes assez anciennes. La preuve que aussi ils étaient là pour faire des choses, ils ont laissé des outils derrière eux, c'était vraiment un site d'habitat, ils ne sont pas juste passés là comme ça par hasard. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce site a été daté très précisément entre 1,8 million d'années, qui concerne la couche de basalte sur laquelle ils sont venus s'installer, et 1,77 million d'années, les cendres qui les ont recouverts. Et grâce à cette datation aux alentours d'1,8 million d'années, on a là la première preuve d'une sortie d'Afrique de l'homme. Ce sont les plus anciens restes humains connus hors d'Afrique. Et on connaît très précisément leur âge du fait de la datation de deux éléments volcaniques, une couche de basalte d'un côté, de la cendre de l'autre côté. Donc datation extrêmement précise et très très précieuse dans ce cas précédent, dans ce cas-là. Malheureusement, comme je vous disais, des volcans, il n'y en a quand même pas partout. Et dans la grande majorité des cas, il a fallu trouver d'autres supports, d'autres éléments radioactifs pour essayer d'avancer des âges. Parce qu'il y a quand même beaucoup de sites qui sont plus vieux que 50 000 ans, qui ne sont pas en proximité d'un volcan, et donc il faut aussi en déterminer l'âge. Donc, une autre famille de radioéléments a été utilisée. Donc là, on parlera des familles de l'uranium. Alors, je ne vais pas détailler les différentes familles, on va juste s'intéresser au phénomène, et au phénomène qui va s'attacher au couple uranium-234 et thorium-230.
L'intéressant ici, bon, le père c'est l'uranium, le fils c'est le thorium. L'intéressant ici, c'est que l'uranium est soluble dans l'eau, alors que le thorium ne l'est pas. Ce qui fait que quand vous avez, par exemple ici, une cavité, avec de l'eau qui va percoler dans le carbonate qu'il y a au-dessus, eh bien, cette eau va entraîner l'uranium qui est naturellement présent, en très faible quantité, dans ce carbonate. Elle va l'entraîner jusque dans la grotte. À ce moment-là, le carbonate dissous va précipiter, former des stalactites, et ces stalactites vont donc se trouver enrichis en uranium. Et uniquement en uranium, parce que le thorium, lui, il n'est pas soluble, et il est resté, bien gentiment, dans les couches de calcaire qu'il y a au-dessus. Le temps va passer, et on va voir, alors c'est pas très net, que l'uranium de cette calcite va commencer à se désintégrer, à former du thorium. Et puis, le temps passant, eh bien, on va avoir de plus en plus de thorium et de moins en moins d'uranium à l'intérieur de ces formations carbonatées. De ce fait, le dosage thorium-uranium nous permettra de connaître l'âge de formation de cette calcite. Et ça, quand on travaille en grotte, sur des sites préhistoriques en grotte, c'est extrêmement précieux. Parce que bon, là, les stalactites, il n'y a pas forcément beaucoup d'interaction avec l'homme, mais par contre, ça marche aussi pour ce qui se forme au sol, les stalagmites ou les planchers stalagmitiques, qui peuvent parfois prendre en sandwich des sites archéologiques. Et donc, par défaut, ou de façon indirecte, on connaîtra l'âge de ce site archéologique. Alors cette méthode peut aussi permettre une datation directe du fait archéologique, parce que ça marche aussi avec les dents ou les ossements des grands mammifères. Là, à ce moment-là, c'est plutôt la fossilisation de l'élément qui va nous intéresser. Parce qu'au moment où un os ou une dent est fossilisé, une partie organique va disparaître, de l'eau va pouvoir rentrer à l'intérieur de la structure de l'os ou de la dent, une eau chargée en uranium, là aussi, lors du processus de fossilisation. Et puis quand cette fossilisation va être conduite à son terme, il n'y aura normalement, c'est pas exactement vrai, mais on va considérer que si, plus d'échanges avec l'extérieur, et tout l'uranium qui était rentré au moment de la fossilisation va commencer à se désintégrer, former du thorium, et là aussi, le dosage des deux nous donnera l'âge de la fossilisation, que l'on suppose être pas trop lointain de l'âge de la mort de l'individu. Donc une datation directe d'un fait archéologique. Et là, l'avantage, eh bien, c'est que des grottes, il y en a pas mal, des endroits où l'eau circule et se charge en uranium, il y en a partout dans le monde, donc c'est une méthode que l'on peut appliquer partout. Le problème, c'est qu'elle ne va pas aussi loin dans le temps que le potassium-argon. Elle est bloquée aux alentours de 600 000 ans. C'est déjà pas mal. Ça ne fait pas toute la préhistoire, mais ça en fait déjà un gros bout. Donc des exemples de datation qui ont été faites grâce à cette méthode. On retourne à Chauvet, et là, ce n'est plus les peintures qui ont été datées, mais les spéléothèmes, donc, qui ont formé la grotte et fermé la grotte, ce qui a permis de mieux préciser la chronologie des arrivées et de l'occupation humaine de cette grotte. Très rapidement, juste une diapo sur les autres nucléides cosmogéniques. Alors pourquoi les autres ? Parce que le carbone 14 dont j'ai parlé au début, c'est un nucléide cosmogénique, c'est-à-dire qu'il est formé par l'interaction du rayonnement cosmique et de la Terre. Il y en a d'autres qui ne sont pas basés sur ce qui se passe dans l'atmosphère, mais plutôt de l'interaction de certains minéraux avec les rayonnements cosmiques qui se transforment de ce fait et qui vont soit s'accumuler, soit disparaître après un certain temps quand on va les isoler du rayonnement cosmique, et on va utiliser ces différents radionucléides, cosmonucléides, pour inventer de nouvelles méthodes de datation. Ce sont des méthodes généralement assez récentes dans leur mise en œuvre, donc c'est toujours quelque chose qui est en plein développement, mais qui néanmoins a déjà permis de dater de nouveaux sites, de nouveaux supports, de nouvelles découvertes. Et par exemple, le site de Toumaï, là où on a trouvé donc, ce crâne, non loin du lac Tchad, a pu être daté par cette méthode. Et on a une datation obtenue donc, en utilisant les isotopes du beryllium, formés là aussi donc, par interaction du rayonnement cosmique avec certaines roches, de déterminer un âge aux alentours de 7 millions d'années. Donc déjà des choses, vous voyez, qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans le temps et qui peuvent s'appliquer là aussi sur beaucoup plus de minéraux que juste ce qui provient des volcans. Alors on va terminer avec maintenant les méthodes dites paléodosimétriques, c'est-à-dire celles qui vont s'intéresser
à l'accumulation dans la matière de défauts générés par la radioactivité. Alors, on va plus s'intéresser à un élément radioactif en particulier, mais plutôt à l'effet de tous les éléments radioactifs présents dans le sol et l'effet de ces éléments radioactifs sur la matière qui les environne. Donc, c'est une méthode paléodosimétrique. Donc, les éléments radioactifs se désintègrent en émettant soit des noyaux d'hélium, c'est un rayonnement alpha, soit des électrons, c'est un rayonnement bêta, soit des photons, une onde électromagnétique qu'on appelle le rayonnement gamma. Ces trois rayonnements vont avoir un effet pas tout à fait le même sur la matière, mais vont provoquer la délocalisation, l'ionisation, on pourrait dire, de certains électrons, de certains atomes, en délocalisant des électrons qui vont venir, parfois, se piéger dans des structures un peu particulières des minéraux, qu'on appelle des centres paramagnétiques. Bon, on ne va pas s'appesantir là-dessus. La seule chose à retenir, c'est que ce rayonnement il est continu au cours du temps, donc les minéraux qui vont nous intéresser sont continuellement bombardés par ces rayonnements alpha, bêta et gamma, ce qui fait que, entre le moment où ils se sont formés et maintenant, ils vont avoir accumulé de plus en plus de ces électrons arrachés à la structure par le rayonnement alpha, bêta, gamma à l'intérieur de ces centres paramagnétiques. Ce qui fait que quand on va chercher à dater un échantillon, il suffira de diviser la quantité d'électrons délocalisés par ces rayonnements, la quantité de rayonnement qui arrive en 1 an sur l'échantillon pour obtenir l'âge. C'est exactement la même chose que les problèmes que vous faisiez à l'école primaire avec un robinet et une baignoire. Vous connaissiez le volume de la baignoire, vous connaissiez le débit du robinet, il fallait déterminer en combien de temps la baignoire avait été remplie. C'est exactement la même histoire. Un petit peu plus complexe, bien sûr, parce que le robinet, c'est des rayonnements, la baignoire, c'est des cristaux, mais le principe est exactement le même. Alors, il y a plusieurs méthodes qui sont basées sur ce phénomène, qui sont essentiellement liées à la façon dont on va pouvoir déterminer la quantité d'électrons piégés en totalité dans le cristal. La première à avoir été mise en évidence, c'est la thermoluminescence, alors qui ne date pas du XVIe siècle. Ce n'est pas cette méthode, mais le fait que certains minéraux, quand on les chauffe, émettent de la lumière, ça a été mis en évidence à ce moment-là. Et c'est là-dessus que ça a été basé, parce que plus un échantillon est irradié longtemps, plus il a accumulé d'électrons dans ses centres paramagnétiques, cet échantillon, si vous le chauffez, brutalement, tous les électrons piégés vont se retrouver libérés, et cette libération va s'accompagner d'une émission de lumière. Et l'émission de lumière sera proportionnelle à la quantité d'électrons piégés. Donc en faisant chauffer notre échantillon, ici par exemple, on va provoquer... Non, regardez pas les trucs, je préfère vous le raconter. Quand on fait chauffer l'échantillon, va arriver un moment où les électrons vont se libérer brutalement. Et on va avoir un pic qui va apparaître, que l'on va chercher à mesurer. Ça, en réirradiant l'échantillon, on va pouvoir régénérer ces électrons et réessayer plusieurs fois pour voir à peu près à quelle dose correspond cette émission. De ce moment-là, on saura combien d'électrons étaient piégés initialement dans la structure. En connaissant l'environnement radioactif de l'échantillon, c'est-à-dire ce qu'on va avoir mesuré sur le terrain et en laboratoire en termes de teneur en radioéléments de l'environnement de notre échantillon, on pourra savoir combien il en reçoit par an. On divisera donc l'intensité du pic quelque part par la teneur en radioéléments et on aura l'âge de la dernière chauffe de cet échantillon. Parce qu'à chaque fois qu'on va le chauffer, on va le remettre à zéro. Donc cette méthode est extrêmement précieuse pour dater tout ce qui va avoir été mis au feu. Parce qu'à chaque fois que vous cuisez une poterie ou que vous mettez au feu un morceau de silex, vous le remettez à zéro. Et puis du moment que vous le refroidissez, il réemmagasine des électrons. Et puis la prochaine fois que vous le chaufferez, si tant est que vous avez le bon appareil, vous pourrez mesurer l'intensité qui va en ressortir. Et donc vous pourrez savoir depuis combien de temps il n'a pas été chauffé. Donc de dater la dernière chauffe qui a été appliquée à cet outil. Donc là, on voit que ce qui va être daté, c'est tout ce qui est lié au feu. Vous allez, grâce à ça, pouvoir dater des poteries, des briques, des fours de potier, fours de boulanger, pourquoi pas, mais aussi pour la préhistoire, des silex que l'on aurait fait intentionnellement ou pas chauffer. Et ça, c'est pas mal utilisé. Un exemple,
de cette application, ici dans le couloir levantin, en Israël, c'est par cette méthode de thermoluminescence que l'on a pu un petit peu débrouiller ce que l'on connaissait de la coexistence ou non de l'homme de Néandertal et de l'Homo sapiens dans cette région-là. Parce que, bien voilà, on avait fouillé plusieurs sites dans cette région-là. Certains contenaient des restes d'Homo sapiens, d'autres des restes d'hommes de Néandertal. Et d'après ce qu'on connaissait en Europe, on supposait que l'homme de Néandertal était là avant Sapiens. Donc on avait un peu établi cette chronologie-là. En se disant, bah oui, forcément, Sapiens est arrivé après Néandertal. Puis une fois qu'on a daté, on s'est rendu compte que pas complètement, et même pas du tout, et qu'on avait eu une succession de phases dans lesquelles soit Néandertal, soit Sapiens occupaient ce territoire. On n'a pas encore trouvé de site où les deux étaient là en même temps. Simplement, on voit qu'ils ont coexisté pendant une période beaucoup plus longue que ce qu'on pensait initialement dans ce couloir levantin. Donc voilà déjà ce qu'a pu apporter cette application de la thermoluminescence. Ensuite, on peut aussi s'intéresser pareillement à l'accumulation d'électrons dans des structures cristallines, mais pas forcément liées à la chauffe. Maintenant, la remise à zéro n'est pas liée à la chauffe, mais est liée à l'exposition à la lumière des cristaux lors de leur transport. Bon, là, on ne va pas détecter exactement le même signal de la même façon. Donc, on a deux méthodes qui s'appellent l'OSL et l'ESR, que je vais présenter très très brièvement, qui vont pouvoir déterminer le moment de la dernière exposition à la lumière de cet échantillon. Parce que la lumière solaire, les UV, font la même chose que la chauffe pour la thermoluminescence, c'est-à-dire qu'ils permettent aux électrons de se libérer de leur piège magnétique. Donc, à chaque fois qu'un cristal de quartz est exposé à la lumière du jour, il se remet à zéro. Et puis du moment qu'il est caché de la lumière du jour, c'est-à-dire quand il se forme une plage et puis que cette plage est recouverte par de nouveaux sédiments, il commence à réemmagasiner des électrons et le chronomètre est relancé. Donc grâce à ces méthodes, on peut dater la mise en place de formations géologiques telles que des plages marines ou fluviatiles ou même des dépôts de dunes, des déserts, des choses comme ça. Et par extension, dater les sites archéologiques qui sont associés à ces formations sableuses. Donc ici, quelques exemples, très 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 compliqués, je ne vais pas m'appesantir. Alors je vous ai dit qu'il y avait l'OSL et l'ESR. L'ESR fonctionne sur le quartz aussi, mais on peut aussi l'appliquer sur l'émail dentaire. L'émail dentaire est aussi une structure cristalline qui a aussi la capacité à accumuler des électrons. Et donc, on peut aussi dater par ESR ces dents de grands herbivores. Il n'y a pas que l'uranium-thorium qui va être utilisé, on peut aussi utiliser l'ESR pour ces dents de grands herbivores. Bon. Alors, je vais finir là-dessus, juste pour vous montrer un autre intérêt de ces dernières dates que l'on a pu faire sur ces grains de quartz, parce que jusque-là, je vous ai parlé de l'évolution de l'homme, des faits archéologiques. Moi, je travaille aussi en géologie du Quaternaire, c'est-à-dire qu'on est aussi intéressé par les changements climatiques du passé, essentiellement. Je ne vous parlerai pas de ce qui nous arrive en ce moment et de ce qui va nous arriver bientôt. Je ne vais vous parler que de ce qui est naturel et donc de ce qui s'est passé dans le passé et de ce qui fait la marque de fabrique du Quaternaire. Je vous ai dit que le Quaternaire, il était marqué par une succession de phases froides et de phases chaudes qu'on appelle des stades glaciaires et interglaciaires. Et ces successions de climats différents sur nos régions a provoqué l'apparition d'une morphologie tout à fait particulière qui n'existait pas, ou très peu, dans les époques anciennes, au secondaire et au tertiaire, pendant l'époque des dinosaures par exemple et des grands mammifères. Et c'est tout simplement les vallées fluviatiles qui viennent modeler le paysage que l'on connaît. Toutes les vallées que vous avez ici, même celle qu'il y a juste derrière nous, si je ne m'abuse, sont issus du Quaternaire. C'est-à-dire que tant que vous aviez un climat chaud et constant à la surface du globe, ce que l'on a eu depuis les dinosaures jusqu'à environ 3 millions d'années, eh bien les fleuves qui coulaient à la surface des continents s'étendaient, faisaient des grands nappages, mais n'incisaient pas. Et ils ont commencé à creuser, à former des vallées qu'au moment du Quaternaire, qu'au moment de la succession des phases froides et des phases chaudes. Et ça, on le sait grâce, en partie, aux datations qui ont permis de donner des âges à tous ces dépôts de sable que l'on retrouve sur les flancs des vallées. Et on s'aperçoit que systématiquement, ces âges correspondent à une phase glaciaire. À chaque phase froide, on a un enfoncement des vallées dans le substratum.
Alors, je pourrais vous expliquer le pourquoi du comment, mais là, on est encore reparti sur 1 heure d'explication, donc je pense que ça va faire un peu beaucoup. Simplement, retenez que grâce à ces datations, on a vraiment pu mettre en évidence cette relation entre l'évolution de la géomorphologie, c'est-à-dire des paysages, avec les fluctuations climatiques du Quaternaire. Et puis, cerise sur le gâteau, en datant ces formations alluviales, on a réussi aussi, bien sûr, à dater des phases d'occupation humaine qui, jusque-là, n'avaient pas pu être datées. Parce que malheureusement, ces formations sableuses sont généralement extrêmement acides et tous les restes organiques ont été bouffés, ont disparu. Et seuls restent les outils lithiques qui, malheureusement, jusqu'à l'actuel, ne sont pas datables. Donc, indirectement, en datant ces formations fluviatiles, en travaillant plus en géologie qu'en préhistoire, on a réussi quand même aussi à obtenir des renseignements extrêmement importants en termes de préhistoire, comme par exemple le peuplement relativement ancien de la France, aux alentours de 1,1-1,2 millions d'années, ou l'apparition, on va dire l'arrivée de l'Acheléen, c'est-à-dire la période de l'histoire de l'homme où il commence à fabriquer des bifaces en Europe, ou plus précisément en Europe du Nord, aux alentours de 600-700 000 ans. Ce qui, pour l'instant, était complètement inconnu. On savait qu'ils étaient arrivés, on savait que c'était vieux, mais on ne savait pas quand c'était. Et ça, on a pu le faire grâce au développement de ces dernières méthodes. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir résisté jusqu'au bout. Et donc, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de pollution dans les échantillons? Ah si. Je parle surtout pour l'UTH, avec les fameuses datations farfelues qu'on nous donne là pour les peintures espagnoles. Alors, oui. Alors, pour toutes les méthodes de datation, il y a toujours des risques de contamination. Toujours. Il n'y a aucune méthode qui soit complètement exempte de ces risques-là. Pour le carbone 14, par exemple, il suffit que vous ayez mangé des chips et que vous preniez l'échantillon à main nue, vous allez dater les chips, ce n'est pas l'échantillon. Pour l'uranium-thorium, c'est plus compliqué. Ce n'est pas tellement en termes de contamination que vous risquez d'avoir, c'est au moment du prélèvement, il faut faire très attention à ce que vous prélevez. Et là, vous parlez de la datation indirecte de peinture par l'utilisation de l'uranium-thorium, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on ne va pas dater la peinture en elle-même, on va dater le support sur lequel elle a été faite, s'il est calcitique, et puis un voile de calcite qui a pu se développer devant. Et on aura un âge minimum et un âge maximum. Le problème, c'est que souvent les voiles calcitiques qui vont se développer à la surface des peintures sont extrêmement fins. Puis on n'est pas sûr qu'ils soient faits en une seule fois, et puis ça peut être vraiment déconnecté du moment de la peinture. Donc si on ne fait pas attention, ou si on fait mal le prélèvement, ou si parfois on n'a pas le choix, on ne le voit pas forcément, c'est parfois microscopique, on peut prélever un petit peu du fond en même temps qu'un petit peu du devant. Donc c'est là où faire très attention. C'est pourquoi, généralement, on ne va pas faire une datation. On va essayer d'en faire une batterie, ce qui va nous donner un outil statistique pour écarter ce qui va être vraiment trop bizarre et essayer de se centrer sur quelque chose de plausible. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri de faire un mauvais prélèvement ou d'avoir un prélèvement qui va être contaminé. Une des choses aussi qui peut nous arriver, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on n'a pas bien compris le site que l'on vient échantillonner, si on n'a pas bien compris sa stratigraphie, les relations qui existent entre les différents niveaux, eh bien on peut se planter totalement et prélever au mauvais endroit. Et après obtenir un âge qu'on attribuera à une phase d'occupation et qui ne sera pas la bonne. Tout bêtement parce qu'il peut y avoir des phénomènes tectoniques qui sont venus altérer les couches, les décaler les unes par rapport aux autres. Je vous ai montré tout à l'heure le site. Alors, c'était un cas caricatural et schématique avec mes couches et puis la faille qui vient tout décaler. Mais ça peut arriver à l'échelle d'un site archéologique. Et donc, vous pouvez avoir des couches qui s'interrompent brutalement et qui reprennent 1 mètre en dessous. Là, le problème, c'est que nous, on le voit quand on arrive après les fouilleurs, quand on a les choses verticalement devant nous. Ça, c'est assez facile à voir. Mais quand les gens fouillent, ils fouillent à l'horizontale, surface après surface. Donc, ils vont fouiller un niveau, ils vont s'apercevoir que, tiens, ça s'interrompt. C'est autre chose après. Alors, ils peuvent imaginer que c'est une autre phase d'occupation, qu'il s'est passé X choses, et puis ils vont prélever à cet endroit-là. Mais, coup de pas de bol, imaginons qu'ils aient fouillé 1 mètre plus loin, ou qu'ils soient juste à l'endroit de la faille, ils peuvent avoir des choses qui vont se mélanger. Et à ce moment-là, les âges ne voudront rien dire. Simplement, on en arrivera à comprendre comment les choses s'enchaînent quand on aura tout fouillé et qu'on verra les choses en coupe. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention. Il y a des risques de contamination,
surtout quand on va travailler sur des choses organiques, où là on est nous-mêmes le contaminant. Je ne vous parle même pas quand on travaille en paléogénomique, ou enfin bref, sur tout ce qui est ADN ancien. Là, c'est monstrueux les risques de contamination qui existent. Mais par exemple, pour le carbone 14, on peut très facilement contaminer un échantillon. Pour l'uranium-thorium, le problème, ça va être de savoir ce qu'on prélève. Voilà. Pour la précision, plutôt la marge d'erreur pour chaque étendue. J'ai fait exprès de ne pas en parler, mais effectivement, oui, chaque méthode a sa marge d'erreur inhérente, on va dire, qui dépend de la méthode en elle-même. Elles sont bien entendu différentes et on ne peut pas par contre dire qu'il y a une méthode qui est réellement plus précise qu'une autre. Enfin, un peu quand même. Par exemple, si je vous parle du potassium-argon, c'est une méthode ultra précise. Parce que la période de demi-vie du potassium est tellement longue que même quand on se trompe d'un petit peu de dosage du potassium dans un échantillon, on est au début de la courbe de désintégration, donc une toute petite erreur de dosage ne va pas donner un grand écart en âge. Par contre, pour le carbone 14, qui est pourtant une méthode ultra précise, on peut calculer très précisément la quantité de carbone qu'on a dedans. Mais si on se trompe d'un tout petit peu et qu'on est sur la fin de la courbe, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Si on est ici, au tout début de l'histoire, un petit déficit ou un petit problème de dosage, par exemple, on va être entre 100 et 90. Vous voyez qu'en termes d'âge, ici, ça ne fait pas une grosse différence. Maintenant, la même erreur de 10%, si je suis ici, plus ou moins 10%, je suis soit ici, soit ici. Vous voyez la gamme de temps que ça va me faire recouvrir ? Donc la même méthode ne va pas forcément avoir la même marge d'erreur sur toute l'étendue de son domaine d'application. Après, il est vrai quand même que les méthodes radiométriques, carbone 14, uranium-thorium, potassium-argon, rubidium-strontium, uranium-plomb, enfin, il y en a tout un florilège, sont plus précises que les méthodes paléodosimétriques. Pourquoi ? Parce que généralement, là, l'échantillon se suffit quasiment à lui-même. On dose un élément père, on dose un élément fils. Si on ne se plante pas dans le dosage, on peut obtenir un âge. Pour les méthodes paléodosimétriques, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu, dont la teneur en eau, l'épaisseur de sédiments qu'il y a au-dessus de l'échantillon, les possibles migrations de radioéléments tout au long de l'histoire, à l'intérieur du sédiment, à l'intérieur de l'échantillon. Il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte. Chacun de ces paramètres a lui-même sa petite marge d'erreur. Et quand on cumule les marges d'erreur, eh bien pour ces méthodes paléodosimétriques, parfois ça peut faire beaucoup. Donc en règle générale, on n'aura pas des erreurs honnêtes en dessous de 10-15% pour les méthodes paléodosimétriques. Alors que ça peut descendre au pour 1000 pour le potassium-argon. Voilà. Donc effectivement, il y a des marges d'erreur. Il faut bien sûr en tenir compte. D'ailleurs, si jamais vous voyez dans un article ou dans quelque chose qui vous donne un âge très précis, sans plus ou moins quelque chose derrière, c'est qu'ils n'ont rien compris. Parce qu'on ne peut pas donner un âge juste précis. Ça n'existe pas. Il y a toujours des paramètres à tenir en compte qui peuvent fluctuer, qu'on a du mal à déterminer. Donc au mieux, on vous donne une fourchette d'âge qui est plus ou moins étendue. Hein. Ça peut être une fourchette à deux dents ou un râteau, il faut voir. Mais voilà, on ne peut pas vous donner, comme disait Hucher au début, le moins 23, enfin le 23, je ne sais plus octobre, je ne sais plus quoi, moins 4004. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et même vous donner l'heure quasiment. Ça, on ne peut pas. Voilà. Il y a des marges d'erreur, il faut en tenir compte, et elles sont différentes suivant les méthodes, mais même à l'intérieur des méthodes, suivant là où on se trouve, suivant la méconnaissance que l'on a du terrain, elles vont évoluer. Les méthodes évoluent. Elles s'améliorent, on améliore la précision, je pense notamment au carbone 14, mais ça doit être la même chose pour les autres. Moi, je me place du côté des conservateurs qui conservent les objets et où on nous demande déjà de refaire des trous, des prélèvements dans des objets qui ont déjà été datés parce que la méthode s'est améliorée et que ça va être beaucoup mieux.
Ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre de par qui et comment a été fait la date, d'une part, et si on arrive à comprendre tout ce qui a été fait et quels ont été les paramètres, par exemple, de calcul. Je prends par exemple pour le potassium-argon, les choses ont changé parce que la constante de désintégration du potassium, elle a été recalculée plusieurs fois et affinée. Résultat, eh bien, les dates ont changé, mais on peut, avec les données initiales, recalculer des nouveaux âges. Ça, c'est possible. Par contre, dans certains cas, justement dans le cas du carbone 14, c'est pas toujours possible. Parce que c'est pas tellement que les méthodes se sont affinées, c'est qu'on a un peu changé de méthode. Donc quand on faisait des comptages de désintégration sur une certaine masse d'échantillons, on savait que cet échantillon n'était pas forcément très pur, était parfois contaminé, pouvait prélever plusieurs choses qui avaient un âge différent, et même en réutilisant les données de l'époque, eh ben, on a toujours un doute. On se demande qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. C'est sûr que maintenant, quand on fait des prélèvements beaucoup plus précis, avec un microscope, on revoit exactement ce qu'on vient prélever, on a des choses beaucoup plus ponctuelles, beaucoup plus précises, on ne va pas obtenir le même résultat. Et ce n'est pas en réinterprétant les données anciennes qu'on va réussir à les améliorer. Ça veut dire que le mobilier archéologique, il a servi à améliorer une méthode. Ça, c'est pas acceptable. Eh oui. Après, bon, c'est toujours le dialogue que l'on a avec les archéologues et encore plus avec les conservateurs. Ça dépend de ce que l'on veut obtenir à la fin. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on privilégie plutôt de dater des supports entre guillemets non précieux, remplaçables, que l'on a de façon en grande quantité, plutôt des éléments géologiques qu'organiques d'ailleurs. Et puis, plus on s'approche de l'homme, moins on essaye d'y toucher. Mais malheureusement, pas toujours le cas. Et après, eh bien, il faut aussi se poser la question, c'est quand on a un site et qu'on a une seule dent de cheval, par exemple, qui a été trouvée dedans, qu'est-ce qui vaut mieux ? Savoir qu'on a tel cheval, on l'a analysé et puis on garde la dent parce qu'elle est jolie et voilà. Ou est-ce qu'on va accepter d'en détruire un morceau pour apporter plus d'informations et pouvoir situer le site dans le temps ? Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, si vous êtes archéologue et que vous voulez que votre site apparaisse dans le monde, bah, si vous ne mettez pas d'âge, votre site il restera sur une étagère, dans un placard, et puis personne n'en entendra jamais parler. Donc après, il faut faire un choix. Il y a des fois, c'est très facile. Vous avez des sites où il y a tellement de mobilier, tellement de faune, que vous avez que l'embarras du choix pour dater. Il y en a d'autres. Parfois, c'est très difficile. Mais rassurez-vous pour les collections, de toute façon, en règle générale, enfin je parle au moins pour moi et pour mon équipe, on n'essaye pas, on essaye de refuser de dater des choses qui viennent de collection. Parce que généralement, si ça vient de collection, déjà, il y a pas mal de paramètres qui nous échappent. Parce que tout ce qui était lié au site a disparu. On n'a plus le sédiment qui était associé. On n'a pas forcément tous les relevés de terrain de l'époque. Là, on parlait tout à l'heure des fouilles de Péroni ou autres, où il y a des logs, mais il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas d'échelle. Donc après, comment vous voulez essayer de replacer les choses, de savoir quelles sont les influences des rayonnements cosmiques, de l'eau, de ci, de ça ? Vous n'avez rien. En plus, souvent, les objets, les dents, les choses que vous pouvez avoir dans les collections, ils ont été nettoyés, frottés, passés à l'acétone, il y a eu du gel dessus, etc., etc. Donc si vous vous intéressez un peu à la chimie des choses, aïe, c'est pas top. Donc les collections, quand on peut, on n'y touche pas. Mais quand on peut. Et il y a des fois des gens qui nous demandent, de façon parfois insistante, de travailler sur ces collections. Parce que c'est aussi important parfois, le site a disparu, il ne reste plus que des collections, on pense qu'il est important et il faut essayer d'obtenir des renseignements dessus. Donc heureusement, on essaie d'avoir des méthodes de moins en moins invasives. Ce n'est pas encore totalement le cas, mais maintenant on arrive à faire des choses pratiquement non destructrices. Par exemple, je vous parlais de l'uranium-thorium tout à l'heure. Maintenant, on peut, juste en balayant la dent d'un faisceau laser, griller une petite partie de l'échantillon, récupérer ce qui en est extrait et analyser cette fumée, on pourrait dire. Et ça, c'est quasiment non destructeur. Quasiment. Enfin, il y a quand même une trace. Mais qui est presque invisible. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs méthodes que vous n'avez pas abordées ce soir, qui Oula. sont envisagées ou balbutiantes ?
risque de me faire des ennemis. Mais disons que les méthodes cosmogéniques dont je vous ai très très rapidement parlé ne sont pas encore totalement au point, on va dire. Le principe physique est bien connu. Ce qui manque encore un petit peu, c'est le passage du côté des physiciens, des chimistes purs, au monde des géologues ou des archéologues. C'est-à-dire qu'il y a encore une certaine incompréhension sur la façon dont on peut se servir de ces méthodes et de ce que veulent dire les résultats. L'interprétation pêche beaucoup. Donc c'est des méthodes qui ne sont pas complètement balbutiantes. La méthode existe, son principe est avéré et bien connu, mais sa mise en œuvre en termes de méthodes de datation fiables et utilisables, et surtout utilisable par des archéologues, n'est pas encore complètement au point. Mais c'est de toute façon la même chose pour beaucoup de ces méthodes. Toutes les méthodes évoluent. Alors on n'a pas de méthode miracle qui est en train d'apparaître, où les gens n'en ont pas encore parlé, à l'heure actuelle, mais toutes évoluent. C'est ce que je disais juste avant. On essaye d'en améliorer la précision, de mieux comprendre les différents phénomènes physiques ou chimiques qui peuvent participer à toute cette histoire. Donc chacune de ces méthodes est quelque part un peu balbutiante. Même le carbone 14, ça évolue continuellement. Je vous parlais de la calibration. Bon, je vous ai raconté qu'on faisait ça avec la dendrochronologie. Bien, sauf que la dendrochronologie, ça va que jusqu'à 11 000 ans. Je vous ai dit que le carbone 14, ça allait jusqu'à 50 000. Donc il faut calibrer avec autre chose, entre le 11 000 et le 50 000. Alors il y a d'autres méthodes, on compare avec de l'uranium-thorium, mais l'uranium-thorium, pareil, ça évolue. Donc comparer avec quelque chose qui évolue, on n'est pas sûr que ça ne va pas bouger encore dans les années qui viennent. Tout ce qui est corrélé avec la dendrochronologie, là c'est bon. Là on est à peu près au point. Tout ce qu'il y a avant, même pour la première de ces méthodes basées sur la radioactivité, c'est encore en train d'évoluer. Mais je ne pense pas, à moins que quelque chose de nouveau apparaisse, une nouvelle découverte de physique fondamentale me donne tort, je ne pense pas qu'on aura une méthode magique qui permettra de tout dater, de toutes les périodes, sur tous les supports, et de façon hyper précise, au moins dans un avenir proche. Que devient la partie que vous avez prise après analyse ? Alors, voilà. Ça va dépendre de la méthode. Si vous utilisez une méthode radiométrique, eh bien la partie qui a été analysée a disparu. Parce que le but du jeu, c'est d'en isoler les éléments chimiques pour en extraire les éléments radioactifs et les compter. Et pour le faire, malheureusement, si vous voulez quelque chose de précis, il faut détruire l'échantillon. Que ce soit le carbone 14, que ce soit l'uranium-thorium, que ce soit le potassium-argon. Le potassium-argon, je vous ai dit, on faisait fondre le cristal. Une fois qu'il est fondu, il est fondu. On ne peut plus l'avoir. L'avantage de l'amélioration des techniques, c'est que maintenant, sur un échantillon, par exemple un échantillon de dents, on ne va pas utiliser toute la dent pour faire la datation, ou toute la peinture, ou tout le minéral. Donc il y en a toujours une partie qui va être conservée, soit archivée pour refaire d'autres manips dessus, parce que vu que les méthodes évoluent, peut-être qu'on voudra recommencer, réessayer, pour essayer d'affiner les choses, soit rendue au musée, avec un petit trou qu'on cachera derrière, on tournera la pièce, on mettra un morceau de pâte à fixe, et pour pas que ça se voie. Non, pas de pâte à fixe, non.